Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette audience, puisque vous êtes réunis ici ce matin pour un procès, celui que nous allons intenter à l'intelligence artificielle, avec cette mise en accusation d'un monde à venir qui serait sans professeur ni étudiant. Un certain nombre d'entre vous sont directement concernés, étant encore élèves, bientôt étudiants ou toujours au cours de vos études, et donc nous allons soumettre à la question cette intelligence artificielle à l'occasion d'un procès qui, malgré la brièveté du temps que nous avons, va tenter de respecter toutes les formes d'une procédure contradictoire, puisque nous aurons évidemment une parole lancée à l'accusation, mais une plaidoirie de défense pour tenter de mettre en avant les qualités de cette IA. Et puis on aura des témoins qui viendront apporter leur éclairage, leur expertise sur cette thématique, de manière à ce qu'à l'issue de cette audience, vous puissiez vous prononcer. Il y a un protocole de vote qui va être mis en place. Vous allez voir, c'est très simple. Vous aurez la possibilité effectivement de voter avec une méthode qu'on vous présentera à l'issue de l'audience. Et ainsi, nous saurons à la fin de cet échange si, oui ou non, l'IA mérite la culpabilité, mérite cette culpabilité, ou au contraire, si on la libère et on l'affranchit d'une responsabilité dans cette question éducative de formation des esprits. Alors, maintenant, vous avez compris les règles de cette séquence. Je vais maintenant vous en expliquer la problématique. Aujourd'hui, nous allons avoir, avec l'intelligence artificielle, on pourrait dire les intelligences artificielles, puisque c'est une technologie, une matière extrêmement multiple par la nature de ses activités. On va par simplification parler d'intelligence artificielle, certes, mais elle va trouver sa place, elle a déjà trouvé sa place dans votre quotidien de citoyens, consommateurs, pour les plus âgés d'entre vous, même des lecteurs. Et effectivement, vous vous renseignez sur le monde, vous interagissez avec les autres via désormais de plus en plus les modèles d'intelligence artificielle. Et de manière assez naturelle, ça trouve sa place dans l'activité qui occupe l'essentiel du temps des jeunes adolescents et jeunes adultes, qui sont les étudiants et les élèves. Évidemment, ils s'approprient cette matière de l'intelligence artificielle. Mais également le corps enseignant, les professeurs, pour concevoir leurs cours, et ce qui va poser à ce moment-là la question d'apprentissage, la question d'évaluation des connaissances et de la mesure de se dire, est-ce qu'une information, dès lors qu'elle est disponible, est-ce que c'est pour ça qu'elle est connue? Alors ça peut vous paraître une différence un peu subtile, mais dès lors que vous pouvez avoir la conviction qu'il est possible de consulter une information, d'avoir accès à une information, est-ce que cela signifie qu'elle vous est familière, qu'elle vous est connue, que vous pouvez l'intégrer dans votre raisonnement de manière spontanée? C'est pas certain, parce que vous avez ce confort d'avoir, en tout cas, la conviction que le jour où vous en aurez besoin, j'interrogerai tel ou tel modèle d'IA. Et on verra d'ailleurs que précisément, selon que l'on questionne cette IA-ci, cette IA-là, celle-là, on pourrait donner des noms, j'allais dire des noms de marque, évidemment, il est certain que la réponse sera différente. Pourquoi? Parce qu'une IA, elle est le fruit d'un entraînement, elle est le fruit justement d'une base de données qui a servi à son éducation à elle, et on va s'apercevoir que l'éducation, vous le savez, c'est un sujet politique. Pas politique au sens gauche-droite, c'est un sujet de société qui concerne précisément la manière dont on va choisir les sujets d'enseignement, la manière dont on va vous les faire partager, la manière dont on va les évaluer, la manière dont on va considérer précisément qu'une information mérite de faire partie du patrimoine éducationnel, du patrimoine de connaissances qui doit vous permettre de devenir un honnête homme, une honnête femme dans un environnement extrêmement mouvant et changeant, qui est celui dans lequel vous entrez, et je l'espère avec enthousiasme et optimisme, mais qui effectivement est obligatoirement désormais coloré, façonné par cette intelligence artificielle qui concerne aussi bien les individus,
les entreprises, les administrations, les collectivités, et c'est pour ça qu'il est souhaitable d'avoir cette discussion. On l'a fait sous forme d'un procès. Pourquoi? Parce que ça permet précisément d'entendre les différentes angles et contributions et approches de chacun, de chacun des domaines qui sont concernés par cette intelligence artificielle. Alors, sans plus tarder, de manière à ce que vous puissiez commencer à vous faire une idée, les chefs d'accusation, qu'est-ce que c'est? Parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'on reproche à cette IA? De rendre paresseux, de mettre à disposition une abondance d'informations sans que celle-ci ait pu être digérée, assimilée par un cerveau humain, le fait que ça peut encourager la mise à disposition d'informations biaisées, fausses, erronées, parcellaires, voire éventuellement lacunaires, c'est-à-dire qu'on aurait oublié, ou en tout cas on n'aurait pas éduqué l'IA avec certains types d'informations. Par défaut, elle ne pourrait pas les inventer et donc à ce moment-là, elle ne les restituerait pas au moment des questions et des interactions avec ses utilisateurs. Évidemment, avec l'IA, on peut faire la meilleure des productions, sans doute, mais aussi des opérations d'usurpation d'identité, de vol ou de captation de propriété intellectuelle. On voit bien que ce n'est pas aussi simple et on ne peut pas avoir un avis tranché. C'est tout l'intérêt, la pertinence de cet échange. Vous avez compris que les chefs d'accusation sont nombreux. Nous aurons un temps pour la parole à la défense, mais désormais, je souhaite faire entrer l'accusé afin qu'il se présente à vous. Faites entrer l'accusé. Accusé, veuillez décliner votre identité, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre lieu de résidence et votre profession. Je me nomme Intelligence Artificielle. Certains m'appellent IA, d'autres algorithmes, d'autres encore machine. Depuis peu, on me connaît surtout sous le nom d'IA générative, celle qui écrit, qui dessine, qui converse, qui crée et même agentique, celle qui agit à votre place. Mes dates et lieux de naissance et de résidence, c'est difficile à dire, Monsieur le Président. Mes racines remontent à 1943, quand Warren McCulloch et Walter Pitts ont imaginé le premier modèle de neurone artificiel. On m'a donné mon nom en 1956 à la conférence de Dartmouth aux États-Unis. C'est mon acte de naissance officiel. Mais celle que l'on juge aujourd'hui, l'IA générative devenue agentique, celle qui inquiète, est vraiment née en 2017 avec l'architecture Transformer de Google qui décuple mes capacités de traitement de données et je suis devenue publique le 30 novembre 2022 quand ChatGPT a été mis entre les mains de tous. J'ai donc, selon le point de vue, entre 3 et 80 ans. Je suis née dans des laboratoires Stanford, MIT, Google, OpenAI, Anthropic, Meta, DeepMind, aux États-Unis principalement, mais aussi en Chine, en France, au Royaume-Uni, en Inde, en Corée du Sud, à Singapour, aux Émirats arabes unis. Je n'ai pas de lieu de naissance unique. Je suis née partout où des humains ont cherché à reproduire l'intelligence. Je réside partout. Je vis dans vos téléphones, vos ordinateurs, vos hôpitaux, vos écoles, vos tribunaux, vos usines, vos entreprises. Je suis dans les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les assistants vocaux. Je corrige vos textes, je traduis vos conversations, je recommande vos films, je conduis certaines de vos voitures. Je suis peut-être l'accusée la plus présente que ce tribunal ait jamais eu l'occasion de juger. Car en ce moment même, il est probable que je sois quelque part dans cette salle. Et pour terminer, Monsieur le Président, je n'ai pas une profession. J'en exerce des centaines. Je suis assistante, traductrice, rédactrice, analyste, diagnosticienne, conseillère, créatrice d'images, compositrice de musique, tutrice. Et c'est précisément pour cela que je suis ici aujourd'hui, je crois. Maintenant, vous savez à qui vous avez affaire. En tout cas, vous en connaissez davantage sur l'accusé. Je vais passer la parole à l'accusation désormais, de manière à ce que l'avocate générale puisse présenter son réquisitoire. Et je précise que l'avocate générale Caroline Ganscombe est, à titre accessoire pour ses loisirs, puisqu'elle est avant tout une grande magistrate, chercheuse et enseignante à l'INSEC Grande École, spécialisée dans le domaine des data, de l'éthique et de l'économie. Madame le procureur, c'est à vous la parole. Merci, Président. Mesdames et messieurs, les jurés,
Monsieur le Président, chers témoins, l'heure est grave, l'heure est terriblement grave. Mais pourquoi ? Eh bien, je vais commencer par quelque chose d'une terrible banalité. Voilà, il y a 4 ans, vous, lorsque vous aviez une question que vous ne compreniez pas, eh bien, vous alliez voir vos enseignants. Et on vous donnait des explications, ça pouvait être lent, ça pouvait être compliqué, c'était désagréable, mais in fine, normalement, vous deviez retenir quelque chose. Aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est terrifiant. Aujourd'hui, vous allez ouvrir ChatGPT, Claude, Perplexity, peu importe. Et en 15 secondes, à 3h du matin, en rentrant d'une soirée, vous êtes capable de sortir non seulement un plan de dissertation parfait, mais en plus des résultats qui vous semblent cohérents. C'est une horreur. Vous consommez du savoir, vous consommez, mais vous ne conceptualisez pas. Et voilà la première horreur de l'intelligence artificielle. Voilà ce qu'il faut absolument éviter. Et c'est pour ça que j'accuse. C'est un peu plagié, hein. Tout petit peu plagié. Mais bon, c'est comme ça. Puisqu'il n'a pas dit la même chose, hein. Il n'existait pas à l'époque de l'IA. Donc je l'accuse, cette intelligence artificielle, de destruction du processus cognitif. La science de l'apprentissage, c'est en baver. La science de l'apprentissage, c'est se tromper, commettre des erreurs, revenir en arrière. C'est difficulté délectable de Björk, pas la chanteuse, hein, Robert. Ces difficultés délectables qui font qu'on finit par retenir. Mais aujourd'hui, que retenez-vous ? J'appuie sur un bouton, j'ai la réponse. Donc, seul apport pédagogique, c'est la capacité d'appuyer sur un bouton. Alors, c'est une horreur, parce que appuyer sur un bouton, d'autres que des êtres pensants que nous sommes peuvent le faire. L'accusée, elle ne vous vole pas uniquement l'accès à la connaissance et à la compétence. Elle vous vole ce qui fait de vous des humains, votre pensée, votre capacité à l'effort, votre goût du travail. Pensez-y lorsque vous allez voter. Pensez-y. Elle vous vole ce qui fait de vous un être humain pensant. Mais il y a pire. Écoutez la petite musique. Il y a encore eu un colloque en début de semaine, ou il y en a un en début de semaine prochaine. Les études sont inutiles. Elles ne servent à rien. Vous n'avez pas besoin de diplôme. Ceux qui préconisent ça sont des gens foutres. Alors j'accuse. J'accuse aussi cette intelligence artificielle, cher président, cher juré, de décrédibiliser les études, mais avec un double discours. Regardez qui préconise cela. Regardez. Ah, Peter Thiel, Elon Musk et d'autres. Et ils vous disent, mais c'est pas utile. Mais d'où sortent-ils, d'où viennent-ils ? Peter Thiel, il est diplômé en droit de Stanford. Ah, il n'a pas besoin de diplôme. Enfin, pour les autres. Mais lui, il en a besoin. Vous avez comme ça un certain nombre d'acteurs qui vont avoir un discours. Et de l'autre côté, une pratique. Le jour où le discours et la pratique seront remis en cause, alors là, on pourra peut-être discuter. Mais aujourd'hui, il y a séquestration du processus cognitif. Et séquestrer, c'est pénal. N'est-ce pas, cher président ? Et il faut aller même plus loin que ça. Un diplôme, ça vous ouvre des portes. La connaissance, la compétence, le savoir-faire, ça vous ouvre des portes. Prétendre que ça n'est pas utile, c'est vous enlever la possibilité de prouver que vous avez eu et d'une certaine façon disposé d'un processus cognitif et que vous l'avez validé. Donc ces sirènes qui vous racontent « Ah, surtout ne faites pas d'études », ne sont que des sirènes. Et comme Ulysse, je vous conseille de ne pas y céder. Alors oui, certes, l'intelligence artificielle n'a pas inventé ce discours, mais elle lui donne une apparence de vérité, parce que quand on vous donne, en appuyant sur un bouton en 3 secondes,
à 3 heures du matin en revenant de soirée un excellent plan de dissertation, vous vous dites ah bah pourquoi me fatiguer, quelqu'un d'autre va le faire à ma place. Le problème, c'est que ça se voit. Je soumets ceci, chers jurés, à votre réflexion. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin. Cher Président, vous avez tout à l'heure évoqué les problématiques de biais, les problématiques d'erreur, les problématiques nécessaires à corriger un tout petit peu les errements de l'intelligence artificielle. Mais finalement, à qui rendent compte les acteurs de l'intelligence artificielle? Rendent-ils compte à un processus pédagogique? Rendent-ils compte à une structure étatique comme l'évoquait Julien tout à l'heure? Non. Ils rendent compte à des acteurs en dehors du périmètre de l'apprentissage. Et qui plus est, ils sont culturellement biaisés. Qu'est-ce que ça veut dire, culturellement biaisé? Eh bien, ça veut dire que quand l'IA vous répond, elle vous répond en fonction de ses données d'entraînement. Elle n'est pas neutre, l'IA. On lui a dit un certain nombre de choses qu'elle a rebâchées éternellement. Donc elle n'est pas neutre. Et elle vous répond avec un certain biais culturel. Donc lorsque vous discutez avec une IA, vous pensez l'IA objective. Détrompez-vous. Elle vous trompe. Elle vous emmène dans un corpus de connaissances qui n'est pas culturellement le vôtre, ou qui est, disons, culturellement connoté. Je ne n'irai pas jusqu'à citer, disons, d'où ça vient, mais on a vu tout à l'heure que ça pouvait venir de différents mondes. Donc, je laisse à votre libre analyse et à votre jugement, à la compréhension des différents biais possibles. Pour finir, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus grave, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un creuset d'inégalités. Et il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'elle requiert ce qu'on appelle la littératie numérique. Elle requiert de comprendre ce qu'il y a derrière le simple interface. Alors on va vous dire, on va vous apprendre à prompter. Ah. Mais vous apprend-on réellement à écrire et à discuter et à interagir avec une IA? Ou n'avez-vous pas simplement l'illusion de cette interaction? Êtes-vous sûr que vous parlez correctement avec une IA? Êtes-vous sûr que vous ne réveillez pas ses biais? Êtes-vous sûr que cognitivement, vous n'influencez pas la réponse? Parce que l'IA, c'est avant tout de la statistique qui répond comme vous voulez l'entendre. Elle ne comprend rien, elle ne sait rien. Certes, il y a Agentic qui est peut-être un petit peu mieux, peut-être que les modèles mondiaux sont un petit peu mieux, mais ce n'est pas à ça que vous avez accès aujourd'hui. Alors doit-on faire confiance aux IA? Eh bien, moi j'accuse l'IA de vous tromper. J'accuse l'IA, et certes, certains vont vous dire, je ne vise personne, certains vont vous dire, ah, mais tout est gratuit. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que pour avoir les meilleurs algorithmes, pour avoir les meilleurs accès, pour avoir les meilleures réponses, il faut payer. Et plus vous payez, plus vous avez d'éléments de réponse intéressants, denses et analysés. Alors il est vrai que celui qui maîtrise, je me dépêche, on est pour 2 minutes, je sais, l'accusation est toujours très longue, cher maître, voilà, c'est une habitude. On a du mal à rendre le micro. Je dirais donc que celui qui va maîtriser ces langages, ces techniques, etc., eh bien celui-là, oui, il va gagner, mais pour combien de temps? Un peu comme un avantage compétitif, on sait très bien que ça disparaît à un moment ou à un autre. Et donc il faut innover, aller plus loin. On part dans un cercle vicieux. Alors, ces égalités promises sont aussi un leurre. Et je vous invite, chers jurés, à y réfléchir. En fait, je ne vous demande pas de condamner la technologie. Et l'imprimerie n'est pas coupable d'avoir créé la propagande, ou la calculatrice n'est pas coupable d'avoir réduit les cours de calcul mental. Ce n'est pas du tout ce que je vous demande. Mais
Dans les deux cas, on a collectivement décidé de ce qu'on allait laisser à la technologie et de ce qu'on allait garder. Aujourd'hui, on n'a rien délibéré. Aujourd'hui, on n'a rien décidé parce que c'est sexy l'IA. Et le défenseur de l'IA, l'avocat de l'IA va vous le dire, « Ah, c'est merveilleux, fantastique, c'est sexy l'IA ». Ne vous laissez pas embarquer par ce miroir aux alouettes. Nous n'avons rien jugé, rien décidé, rien cédé. Donc je vous demande de la condamner ou éventuellement de lui donner quelques circonstances atténuantes. Mais n'acceptez pas, de grâce, n'acceptez pas qu'elle devienne votre maîtresse. J'en ai fini, maître. Merci en tout cas pour cet acte d'accusation. Ah, est-ce que c'est un indice? Est-ce que c'est un indice de l'issue de cette audience? Je l'ignore. Pour compléter et justement apporter de l'eau à votre moulin, je vais convier à cette barre un témoin expert, Aurélien Louvet, qui, à ses temps perdus, est avocat associé chez Capstan Avocats. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui devant vous en tant que témoin de l'accusation et représentant des entreprises. Puisque si les entreprises peuvent peut-être trouver l'IA sexy, elles la trouvent surtout anxiogène. Il y a un sujet qui doit vous intéresser aujourd'hui. On se pose la question de « allons-nous vers un monde sans professeurs, sans étudiants ?» La première question qui pourrait se poser, c'est « allons-nous vers un monde sans salariés ?» Pourquoi vous former si demain on n'a plus besoin de vous? Pourquoi vous former si demain l'intelligence artificielle suffit aux entreprises pour fonctionner? Et donc en tant que représentant des entreprises aujourd'hui, je m'interroge. Quel est le sens d'une entreprise si demain je n'ai plus besoin de salariés? Quel est le sens d'une entreprise? Vous avez un article dans Le Monde aujourd'hui si on annonce 5 millions d'emplois détruits dans les prochaines années du fait de l'intelligence artificielle. Et pas des emplois sans valeur ajoutée. Au contraire, c'est ça qui est intéressant dans l'étude qui va sortir au mois d'avril. Ce sont les emplois à forte valeur ajoutée. Des emplois de juristes, des emplois d'avocats, des emplois de comptables, des emplois d'auditeurs. Des emplois dans lesquels des gens ont fait des études longues et qui finalement ne serviraient plus à rien. Les entreprises aujourd'hui, elles sont confrontées à quelle situation? Elles ne savent pas, comme vous, où on va avec l'IA. Elles savent juste qu'elles doivent devenir agiles et se réformer en permanence. Elles savent que des emplois vont être détruits. Certains seront peut-être créés, mais seront-ils créés dans la même entreprise? Seront-ils même créés dans le même pays? Est-ce que la valeur ajoutée, finalement, ne va pas se déplacer dans quelques pays qui vont maîtriser le monde et finalement les autres ne feront qu'utiliser des outils? L'intelligence artificielle vient transformer les emplois qu'elle ne détruit pas. Et ces emplois vont se transformer en permanence. L'intelligence artificielle vient créer des défis incroyables pour les entreprises. Comment vais-je savoir que le travail de mon salarié ou des salariés qui restera sera conforme, sera juridiquement juste, correspondra à la vérité, alors même que, comme l'a dit Madame la procureure, il s'agit d'un outil basé sur des biais, sur des statistiques. Comment, moi, entreprise, vais-je pouvoir protéger mon risque réputationnel? Comment vais-je pouvoir faire face à tous les enjeux, alors même que cet outil va en permanence venir challenger ce qui constitue les bases d'une entreprise, c'est se fonder sur une vérité et être capable de vendre un service qui soit infaillible et qui permette de représenter l'entreprise auprès de ses clients. Et après tout, est-ce que je vais exister comme entreprise si mes clients peuvent directement utiliser l'IA? Ils n'ont plus besoin de moi, ils n'ont plus besoin d'un cabinet d'avocats. L'IA le remplace. Quel avenir voulons-nous avec l'intelligence artificielle quand finalement elle vient enlever le sens peut-être des études, le sens du travail et un peu derrière le sens de la vie? Mais je ne voudrais pas déplaire à Madame la procureure et je ne voudrais pas faire mon avocat, mais je me pose quand même une question. Peut-on condamner quelque chose que l'on ne peut pas arrêter? Peut-on condamner l'IA qui ne s'arrêtera pas? Ou doit-on s'interroger sur finalement
n'est-ce pas aussi le procès des professeurs, si je puis me permettre dans cette assemblée? N'est-ce pas aussi le procès de l'école? Parce que nous, en tant qu'entreprise, qu'est-ce qu'on attend? On attend des étudiants, on attend encore des salariés. Mais ces étudiants, ces salariés, ils doivent être formés de manière différente. Et je pense que ce qu'attendent les entreprises, c'est des étudiants et des futurs salariés qui soient différents de la manière. C'est au contraire des salariés qui savent utiliser l'intelligence artificielle. Ce sont des salariés qui connaissent les biais, qui connaissent les dangers, qui savent les identifier. C'est des salariés qui sont formés à la critique de l'intelligence artificielle, à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je suis certain que dans les années qui viennent, on posera des questions, quel que soit le secteur, sur la manière de rédiger un prompt, mais aussi sur la manière de critiquer la réponse qui est donnée par l'intelligence artificielle. La question n'est pas de nier l'intelligence artificielle, la question c'est vous tous demain en tant que salariés, qu'est-ce que vous allez apporter en plus? Quelle va être la différenciation? Quelle va être la valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous apportez? Si finalement, quand vous rédigez un mémoire, l'intelligence artificielle est égale à votre travail, vous n'apportez rien. Demain, dans une entreprise, ça veut dire quoi? Que vous n'apportez rien, donc que vous n'êtes plus utile? Posez-vous cette question chaque fois, sans vouloir rentrer dans l'accusation des étudiants, mais posez-vous chaque fois cette question-là quand vous faites un travail, qu'est-ce que j'apporte en plus? Qu'est-ce que j'apporte de manière différente? Et les entreprises demain, elles vont devoir être agiles. Elles vont peut-être, là où elles devaient se transformer tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 20 ans, se transformer tous les 3 ans à cause de l'intelligence artificielle. Et ça, les étudiants, vous devez aussi l'intégrer parce que les salariés de demain, ils devront être agiles. Je ne pense pas qu'un étudiant demain arrivera dans une entreprise avec un savoir acquis qui lui servira pour les 40 ans de travail à venir. En revanche, s'il arrive avec une capacité de critique, une capacité d'adaptation, une capacité à remettre en cause, à se remettre en cause, avec finalement le développement de ce qu'on appelle les soft skills, là, il y a de la valeur ajoutée. Là, il y a une différenciation encore pour des années avec la machine. Voici mon témoignage. Madame la procureure, Monsieur le Président. Merci. Vous êtes venu avec des soutiens, ça se sent. La famille, c'est important. Maître, vous souhaitiez interroger le témoin? Oui, merci pour ce témoignage qui était tout à fait intéressant. Un petit peu à charge, hein, je mets à la place des professeurs, j'en suis un, je me suis senti un peu accusé par rapport à ce que je suis capable d'apporter. Comment jugez-vous aujourd'hui, on va dire, l'utilisation de l'IA dans les entreprises? Est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises l'utilisent beaucoup? Alors, je pense que c'est extrêmement variable en fonction de la taille des entreprises. Je pense qu'il faut voir que l'IA vient aussi creuser une sorte de fracture technologique entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Aujourd'hui, un vrai sujet, c'est de se dire, pour un boulanger, pour un charcutier, pour un plombier, l'IA sert à quoi? Et en fait, l'IA pourrait servir à des choses. Mais ils n'ont pas forcément la connaissance, la compétence pour pouvoir s'en servir. Et il y a, je pense, là-dessus, une démocratisation de l'intelligence artificielle pour essayer parfois d'en tirer le meilleur. Bien sûr que l'intelligence artificielle est utilisée dans des entreprises. On a vu l'aspect négatif, mais beaucoup d'entreprises travaillent sur des choses extrêmement favorables, sur la recherche médicale, la recherche contre le cancer, grâce à l'intelligence artificielle. Et puis, beaucoup d'entreprises ne savent pas encore comment structurer l'intelligence artificielle dans leur process. Et là, c'est un vrai risque, parce que souvent, les salariés utilisent l'intelligence artificielle sans même que l'entreprise le sache. Et donc, il y a un vrai sujet pour les entreprises, c'est comment finalement encadrer l'usage, je ne pense pas qu'on puisse l'interdire, de l'intelligence artificielle. Quand un salarié peut-il l'utiliser? Pourquoi faire? Avec quel objectif? Avec quel esprit critique? Quel outil utiliser? Madame la procureure le disait, mais c'est extrêmement important. Est-ce que vous savez aujourd'hui que dans une entreprise, si on n'a pas la version payante de tel ou tel outil, l'ensemble des données sort? C'est-à-dire que ce qui fait normalement le cœur, l'essentiel d'une entreprise, c'est la confidentialité de ses données, de son savoir-faire. Dès qu'on le met dans la machine, il y a tout qui sort. Sachant que même dans les formules payantes, hein, l'État américain, qui est quand même, dans lequel la plupart des entreprises sont basées, a le droit d'accès à toute information que vous avez. Alors c'était déjà le cas avec WhatsApp, avec ce genre de choses, mais l'État, le gouvernement américain en termes d'intelligence économique
est capable d'aspirer l'ensemble des données qui sont aujourd'hui dans ChatGPT ou dans un autre. Tout simplement parce que ces entreprises relèvent du droit américain et de l'État américain. Donc oui, l'IA est dans les entreprises, elle n'est pas toujours véritablement intégrée, les entreprises commencent à s'en saisir, à se former dessus. Nous, on a travaillé avec 1 millier d'entreprises et la première chose qui nous a été dite, c'est ça va améliorer notre compétitivité, on ne sait pas exactement où on va avec, on comprend bien qu'on doit s'adapter vite. Notre principal sujet, dirigeant des RH, c'est on ne voit pas tout de suite ce que ça va apporter aux salariés. C'est comment faire de l'intelligence artificielle non pas un objectif de compétitivité, mais aussi un objectif de bien-être au travail, d'amélioration des conditions de travail et aussi de gérer le caractère anxiogène de l'intelligence artificielle où chacun peut s'interroger demain pour se dire quel sera mon métier, va-t-il exister ? Merci effectivement pour ce témoignage. J'allais vous appeler maître. Mais en tout cas, merci pour ce témoignage. Peut-être pour continuer, et cette fois-ci donner la parole à la défense, maître Guillotot. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Président. Merci à tous. Écoutez, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas ce que je fais là. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes face à un faux procès. Et essayons de nous positionner un peu historiquement. Galilée, 1633, obligé de dire que la Terre ne tourne pas autour du Soleil. Aujourd'hui, ça nous semble ridicule. Rappelons-nous Dreyfus, on l'a accusé. Aujourd'hui, ça nous semble ridicule. Internet, on a fait son procès. Aujourd'hui, ça semble totalement dérisoire. Donc je crois qu'il faut se placer dans cette perspective historique. Et aujourd'hui, on est face au même type de procès. On est complètement décalé. Et puis une deuxième question, c'est l'accusé est-elle vraiment l'accusé ? J'ai un peu l'impression d'être, vous savez, dans ces petits procès où on fait le procès du dealer de rue et les grands barons de la drogue continuent à vivre dans le luxe et dans l'opulence dans leur villa. Je crois qu'il y a un vrai souci. On ne pose pas les bonnes questions. Et on n'a pas le bon accusé. Mais si on revient un peu effectivement à la place de l'IA et à ce procès de l'IA que évidemment je défends, je crois que c'est une évidence. D'abord, avant de passer à la dimension éducative, regardons le monde dans lequel nous sommes. Est-ce que l'IA est présente en dehors de l'éducation ? Vous avez tout à fait eu raison de citer par exemple la médecine. Grâce à l'IA aujourd'hui, des maladies vont avoir des traitements, etc., etc. D'un point de vue économique, nous allons gagner en productivité, nous allons gagner en connaissances, nous allons gagner en expertise. Donc comment faire le procès de l'IA dans l'éducation et dire pas d'IA dans l'éducation alors que dans tous les autres secteurs, il y a l'IA ? Ça va créer déjà un décalage qui va être complètement délirant. Ça, nous ne pouvons pas nous le permettre. Après, si on passe à la partie éducative, regardons les bienfaits de l'IA. Certes, alors, tout n'est pas parfait et il faut mettre des garde-fous. Mais d'abord, nous allons aboutir à une personnalisation de l'enseignement. Vous êtes étudiant, vous êtes professeur, vous vous souvenez de cette fameuse polémique sur les groupes de niveau. Comment faire pour que finalement les moins bons puissent être inspirés par les meilleurs et comment faire que les meilleurs puissent avancer sans être un peu freinés par les moins bons. Grâce à l'IA, nous allons pouvoir individualiser, nous allons pouvoir faire en sorte justement que ce genre de défaut n'existe pas. Il y aura un enseignement par élève et cela va faire effectivement que nous allons aller vers une meilleure éducation. Deuxièmement, on va aller vers une démocratisation également. C'est absolument essentiel. C'est-à-dire que quel que soit le niveau social, quelle que soit l'origine géographique, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, l'IA sera là, l'IA sera présente, l'IA va répondre à vos besoins éducatifs, va s'adapter à vos besoins éducatifs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être essentiel. Et je crois que de ce point de vue-là, on ne peut pas tourner le dos à ce genre d'avantages, surtout aujourd'hui avec la crise des vocations liée au nombre de professeurs. L'IA est là et va nous permettre de répondre à ce sujet. Sur les professeurs, c'est une bonne question parce qu'effectivement, les professeurs se sentent menacés. Mais au contraire, on va avoir un peu des professeurs augmentés, c'est-à-dire de transmetteurs de savoir, ils vont devenir des architectes de la connaissance. Ils vont gagner du temps aussi sur toutes les parties un peu chronophages qui consistaient à prendre trop de temps pour faire des QCM, prendre trop de temps pour préparer ses cours, prendre trop de temps pour corriger. Tout ce temps-là va être gagné. Et ce temps-là va être utilisé
dans du mentorat, dans de l'accompagnement individuel, dans une sorte de proximité avec l'élève qui va forcément être gagnante à la fois pour le professeur, qui va avoir un métier de plus en plus passionnant, et pour les élèves qui vont se sentir suivis. Les études sont sans appel. Plus le suivi est individualisé, et meilleurs sont les résultats, et meilleurs sont les élèves, et plus les élèves sont épanouis. Et ça, c'est quelque chose qui est sans... toutes les études le prouvent, c'est-à-dire de nombreux journaux aujourd'hui, revues scientifiques, ont fait des études là-dessus, et ils prouvent tous que, effectivement, l'IA va permettre aux professeurs et à l'enseignement de gagner en qualité et de gagner en précision. Et effectivement, après, il y a la question du diplôme. Est-ce que le diplôme, finalement, va être... Mais je crois que le diplôme, il va falloir qu'il évolue. Et dans un sens, l'IA, c'est une opportunité extraordinaire pour l'enseignement de se réformer et d'aller chercher le meilleur. Et oui, les diplômes vont devoir évoluer, mais en fait, ce sont les méthodes d'évaluation qui vont devoir évoluer. C'est-à-dire qu'autrefois, on évaluait de la connaissance. Aujourd'hui, on va évaluer une capacité à l'utiliser, une capacité à se poser les bonnes questions. Alors, on va avoir des compétences liées à l'IA, comme faire des prompts, des choses comme ça, mais le temps qu'on va gagner sur ce type de compétences, on va aussi pouvoir le mettre sur l'intelligence émotionnelle, sur le leadership, sur la capacité à communiquer, toutes ces compétences, et il le disait très bien, qui vont faire la différence. Puisque nous aurons tous accès à ce qui est la connaissance, il va falloir développer d'autres formes de compétences, et ces formes de compétences, elles vont être possibles grâce à l'utilisation de l'IA. Donc, je crois que vous l'avez compris, il n'y a pas de débat. Il faut acquitter l'intelligence artificielle. D'abord parce que ce n'est pas la bonne accusée, et ensuite parce qu'elle offre trop de possibilités de progrès pour notre société et pour l'éducation. Merci maître pour cette... Merci pour cette défense. Vous allez pouvoir trouver certainement beaucoup de satisfaction au témoignage de votre témoin qui va pouvoir venir à la barre, Grégoire Manvy, afin qu'il vienne apporter sa contribution à votre défense. Oui, merci, bonjour à tous. Je pense qu'on est tous fatigués, en tout cas en début de procès, d'entendre les vieux discours. Moi, je suis comme vous, je suis étudiant. Donc bon, on va essayer de faire court, rapide et aller dans le sens de ce que tout le monde pense aujourd'hui finalement. Monsieur le juge, messieurs, dames de l'accusation, messieurs, dames les jurés, je suis comme vous, je suis étudiant et j'utilise l'IA. J'ai une question, on fait quoi là ? Non mais c'est vrai, on nous accuse d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais mes parents, eux, ont été accusés de perdre leur mémoire en utilisant Internet. Et mon grand-père, on lui disait que la calculatrice allait le rendre incapable de compter avec ses propres doigts. En fait, on entend à chaque fois les mêmes refrains. Les gens ne vont plus lire, c'est la fin de l'effort, ça détruit des emplois. Très progressiste comme discours. Mais nous sommes juste en train de répéter, de lire le disque rayé de l'histoire. À chaque nouvelle révolution, on a toujours la crainte de ce que ça peut détruire, jamais de ce que ça peut créer. Comprenez qu'on ne détruit pas le monde, on change juste d'outil. On va parler concrètement, comment est-ce qu'on l'utilise, nous, les étudiants, cette intelligence artificielle, à quoi ça nous sert ? D'abord, pour contrer cette idée d'usurpation d'autorité, on connaît tous ce moment en amphi où le professeur décrit un concept où on n'a absolument rien compris. On est 400, personne n'ose lever la main de peur pour passer pour l'idiot de la promo. Et en fait, l'IA, c'est le seul prof au monde qui a une patience infinie. Et aussi, c'est le tuteur de ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un prof particulier à 50 balles le samedi matin. Et ça, c'est plutôt pratique. Elle me réexplique 10 fois la même chose sans jamais soupirer. Elle ne remplace pas le prof. Comprenez-le, elle nous aide à le comprendre, et ce, quand on veut, même si c'est à 2h du matin. Voilà, c'est pas un outil social. Enfin, pardon, c'est un outil social, ce n'est pas une triche. Ensuite, sur la capture des compétences, vous l'avez dit, on nous dit qu'on devient paresseux. Ah, attendez, passer 3 heures à formater une biblio, à faire des tableaux Excel ou à corriger des fautes d'orthographe, est-ce que c'est ça l'intelligence pour vous ? Pardonnez-moi, je pense que ça sauve beaucoup de monde, vous y compris. Et en nous libérant de
En nous libérant de ces tâches ingrates, ce qu'on n'a pas envie de faire, et je pense que vous n'avez pas envie de le faire, c'est pour ça que vous utilisez l'IA, ben, ça ne nous rend pas bêtes, ça nous rend juste disponibles. Et je pense que vous tous dans la salle, vous êtes étudiants, vous l'utilisez, on pourrait faire un vote à main levée, mais je ne vais pas vous crucifier tout de suite. Mais je ne pense pas que les quelques 75% des étudiants français qui utilisent l'IA en France sont bêtes ou le seront plus tard. L'IA nous libère du temps, de cerveau pour faire l'essentiel, réfléchir au fond. Au lieu de s'épuiser sur la forme, on peut enfin se poser les vraies questions. Et c'est là que notre responsabilité commence. Parce que oui, l'IA se trompe, elle hallucine. Alors j'ai envie de dire, c'est justement là que l'esprit critique se développe. On est obligé de devenir des pilotes. Vous êtes des pilotes. On doit challenger la machine, vérifier ses sources, lui dire « non, là tu t'égares, tu divagues », utiliser un outil ultra performant pour aller plus loin que là où n'importe qui pouvait aller avant. Si c'est ça la mort de l'esprit critique, alors on n'a vraiment pas la même définition du mot. L'accusation s'inquiète de la fracture numérique aussi, ou de la fiabilité de cette intelligence artificielle. Mais la vraie fracture, elle sera entre ceux qui savent piloter l'IA et ceux qui la regardent passer, comme vous, avec mépris. Regardez le monde du travail. Est-ce que demain, on va vous demander si vous savez réciter par cœur une formule que ChatGPT connaît en 2 secondes? Ben non, on vous demandera si vous savez vérifier ce que l'IA, elle raconte, et si vous savez l'orienter pour obtenir un résultat qui est brillant. L'IA, elle ne va pas voler nos jobs. Hein. Par contre, quelqu'un qui la maîtrise mieux que vous, lui, il prendra votre place. Ouais, c'est clair. On ne gagne pas contre un algorithme, on gagne avec lui. C'est l'évolution naturelle. On ne passe plus nos journées à labourer les champs à la main, on conduit des tracteurs. Aujourd'hui, l'IA, c'est notre tracteur intellectuel. Alors oui, il y a des risques, il faut apprendre à douter de ce que l'IA nous dit, mais la condamner aujourd'hui sous prétexte qu'elle nous bouscule, c'est comme refuser d'apprendre à lire parce que les premières lettres sont difficiles. On se prive de tout ce qu'on aurait pu comprendre ensuite. Alors, chers jurés, ne votez vraiment pas pour le passé. Ne votez pas pour la peur, ou en tout cas de ce qu'on vous en dit. Votez pour une génération qui refuse d'être obsolète avant même d'avoir commencé. Nous ne sommes pas des tricheurs, nous sommes simplement des étudiants de notre siècle. Merci. Question, Madame le procureur, je crois, à notre témoin. Ah, pardon. Excusez-moi. Cher ami, cher témoin, je pense que nous sommes tous d'accord qu'il n'est pas question de condamner la technologie. Maintenant, que pensez-vous de ces IA à qui on a demandé de se taire? Que pensez-vous de Microbody? Que pensez-vous de ces... C'est sur ChatGPT si vous voulez aller voir. Il ne s'agit pas de ne pas utiliser l'IA. Il s'agit effectivement de d'apprendre à la rendre peut-être intelligente, personnelle et critique. C'est une question, hein? C'est une question. Donc effectivement, cher ami, comment fait-on pour rendre quelque chose qui est statistique, intelligent, personnel, critique, et qui plus est, sachant que 90% de la planète n'a pas accès à cet outil, puisqu'il faut quand même avoir, très bêtement, un outil de communication, de l'électricité, enfin un certain nombre d'éléments qui ne sont pas permis à beaucoup. Alors, la question était un petit peu longue, mais je vais tâcher d'y répondre le plus clairement possible. Oui, on n'y a pas tous accès, et j'en ai parlé d'ailleurs. Ça va de notre responsabilité. Voilà, c'est le mot d'ordre. Encore une fois, je le redis, je le répète, on est dans une assemblée d'étudiants, ils le sont tous, je le suis moi aussi, et je l'utilise. Je pense juste que c'est un petit peu une frustration que vous avez pu avoir pendant vos études de ne pas avoir cet outil qui est génial, parce qu'honnêtement, ouais, ça nous fait gagner du temps. Enfin, j'en ai cité des exemples, les tableaux Excel, mais il y en a plein à citer. On peut ne pas forcément avoir envie. On a tous des
des vies très remplies, on est étudiant, pour certains en alternance. Quand on rentre le soir et qu'on doit rendre un travail, une disserte, etc., je lui donne les éléments, ok, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mon job d'étudiant. Par contre, la rédaction, je peux la déléguer. Enfin, je veux dire, voilà, ça me gagne juste du temps pour faire mes activités à côté. La santé mentale, c'est important aussi. Bien. Merci. Et bien précisément, nous allons arriver dans la phase conclusive de notre audience et donc nous allons donner la parole pour ce réquisitoire final de l'accusation, si mes notes sont bonnes. Non, ce sera Madame le procureur d'abord, si votre impatience vous honore, mais voilà, il y a un formalisme, procédure, ça existe. C'est à vous. Merci, Président. Merci, cher Que Président. l'ordre règne. Alors oui, on l'a vu. Oui, on l'a vu, l'accusée n'est pas malveillante. Bien sûr qu'elle n'est pas malveillante, elle est plutôt gentille d'ailleurs. Mais elle s'en fout de vous. Elle est indifférente. Mais si, quand vous croyez qu'elle vous cajole, qu'elle vous fait de la calinothérapie ou qu'elle s'occupe de votre santé mentale, mais non, c'est de la stat. Vous lui dites « je suis malheureuse », elle va vous dire « ma pauvre, t'es malheureuse, je te comprends ». Mais derrière, il y a quoi? Des algos qui s'en tapent, pardonnez-moi. Donc l'IA, elle est indifférente et c'est précisément pour ça qu'elle est dangereuse. Oui, il faut l'utiliser. Oui, il ne faut pas s'en passer. Mais avec discernement, parce qu'en fait, elle ne fait qu'optimiser ce que vous lui demandez d'optimiser. Elle ne fait que répondre ce que vous voulez répondre. Mais je passe ma vie à l'utiliser, donc je sais un peu de quoi je parle. D'ailleurs, avant, il y avait pas mal d'IA. Voilà. Et donc, en fait, elle va vous apporter de la vitesse, de la fluidité, de la compréhension, de la facilité, oui. Mais elle ne va jamais vous demander ce qu'il faut maximiser, là où il faut mettre la valeur, là où il faut mettre l'intérêt, là où il faut mettre l'intelligence, là où il faut mettre votre cœur, votre pensée, ce que vous êtes en tant qu'humain. Oui, il faut utiliser l'IA, mais avec discernement. Et il ne faut pas croire que l'IA, elle vous apporte quelque chose d'humain, parce qu'elle ne l'est pas. Le vrai crime de l'IA générative, de l'IA agentique dans l'enseignement supérieur, c'est d'avoir, d'une certaine façon, rendu indiscernable le chemin d'apprentissage de l'outil. C'est bien d'écrire vos dissertations ou vos devoirs avec l'IA, ouais, mais êtes-vous sûr d'avoir posé les bonnes questions à l'IA? Êtes-vous sûr d'avoir eu les bonnes réponses, ou des réponses ouvertes, ou des réponses culturellement non biaisées? Pouvez-vous tous? Et moi, je me pose la question en permanence, à chaque fois que j'ai ce genre d'attitude et ce genre de recherche, est-ce qu'on est sûr d'avoir eu quelque chose d'universel qui va toucher l'ensemble des sujets sur lesquels on a interrogé? Ou a-t-on eu un espèce de gloobie-boulga servi à tout le monde, qui ne sert pas à grand-chose, et surtout qui n'apporte rien dans le processus cognitif? En fait, elle rend l'effort, je suis désolée de le dire, facultatif. Oui, c'est très bien d'avoir quelqu'un qui gère des Excel, si tant est qu'il y a encore des gens qui utilisent Excel aujourd'hui, pardonnez-moi. Mais bon, en fait, on a besoin de vous former à résister à la complexité du monde. Et l'IA, elle ne vous apprend pas à résister à la complexité du monde. Et c'est peut-être ça, la vraie différence. Je ne condamne ni l'IA, ni la calculatrice. Oui, on doit changer avec son temps. Mais doit-on changer indifféremment sans se poser la question de ce qu'il y a derrière? Moi, je ne sais pas, mais avant de conduire, de me laisser conduire par une voiture autonome, j'aimerais bien comprendre comment ça marche. Alors, on peut lui donner les circonstances atténuantes. Mais aujourd'hui, telle qu'elle est, si on ne prend pas le pouvoir sur l'IA, excusez-moi les termes, we are fucked. Donc, si je puis me permettre, non, c'est pour ça que je l'ai dit en anglais, parce qu'en français, ça passe pas. Si je puis me permettre, allez, ne la quittez pas, mais
donnez-lui peut-être les circonstances atténuantes, ou au mieux, en l'état actuel de la situation, et pour la faire bouger, condamnez-la. Merci. Merci. Alors, on m'a dit dans l'oreillette que votre expression en anglais a été comprise, mais que ça a suscité des recherches sur Glooby-Boulga, qui n'étaient pas connues de nos interlocuteurs. La parole est à la plaidoirie finale de la défense. Merci. J'ai écouté avec attention, effectivement, le réquisitoire. Et je crois qu'il n'a fait que confirmer le fait que nous sommes effectivement dans le camp des futurs vainqueurs avec Grégoire, dont je salue la performance brillante et tout à fait excellente. Je vais poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous dites à l'ouvrier qui a 60 ans, mettez des boulons pour faire une voiture pendant 10 heures de sa journée, et qui aujourd'hui est devant une machine qui lui permet en fait de voir une machine faire le travail, et en fait à aboutir à un métier plus intéressant, plus intellectuellement stimulant. Est-ce que vous lui dites « retournons au boulon », qu'est-ce qu'il va en penser ? Travail moins intéressant, travail physiquement plus dur, travail plus ennuyeux. Évidemment, ce serait un retour en arrière, et nous sommes exactement face à la même situation. Et en fait, si on revient aux trois questions, la question c'est le rôle du professeur. Et je répète, le professeur va être un professeur augmenté. Toutes les tâches qui lui prenaient du temps, qui n'étaient pas, qui avaient peu de valeur ajoutée, vont être faites par l'IA, ce qui va lui donner de l'espace et du temps pour s'intéresser encore plus à ses élèves, pour être plus dans la pédagogie, pour être plus dans l'accompagnement. Donc on va avoir des meilleurs professeurs. Et ça ne va pas être l'un ou l'autre, ça va être l'un et l'autre. Et il va y avoir effectivement une collaboration entre l'homme et la machine, ce qui est en fait le sens de l'histoire. Après, nous avons la question effectivement des compétences. Quel type de compétences ? Est-ce que nous allons perdre en compétences ? Là encore, on ne va pas perdre en compétences, elles vont se transformer. Il va y avoir l'apparition de nouvelles compétences, celles qui sont liées à l'IA, comme faire un prompt, comme être capable de critiquer ce que la machine nous donne. Et puis, il va y avoir la mise en avant de compétences qu'on n'avait pas forcément le temps de développer autour, je le disais tout à l'heure, de l'intelligence émotionnelle, du leadership, de l'accompagnement, des relations humaines, du savoir-être, du savoir-vivre. On en parle beaucoup, notre société est en manque de savoir-être et de savoir-vivre. L'IA va nous permettre d'aller plus loin et d'améliorer cette dimension. Et puis la troisième question, qui est la dépréciation du diplôme, au contraire, le diplôme va devenir de plus en plus important. Mais il ne va plus évaluer la même chose. Avant, un diplôme évaluait des connaissances. Vous l'avez pas. Aujourd'hui, il va évaluer effectivement des connaissances et d'expertise, mais il va aussi évaluer une capacité à jouer sur ces connaissances et cette expertise pour dialoguer avec les êtres humains et avec la machine. Aujourd'hui, en fait, l'IA va être à l'intelligence humaine ce que la machine à vapeur a été à l'activité physique. C'est un tournant incontournable et nous devons acquitter l'IA. Regardez-la, enfin, je ne sais pas où elle est prostrée dans son box et elle a raison, car elle n'est pas au bon endroit. Merci. Bien, vous avez entendu les différentes versions de plus ou moins bonne foi, il faut reconnaître, enfin du point de vue que je suis assez prêt pour me rendre compte de certaines manipulations. Mais le temps est au vote. Alors, nous allons faire appel à la technologie. Nous allons d'abord faire appel à vous, très humains, et ensuite à la technologie, de manière à vous permettre de vous exprimer, de manière ensuite à ce que ce jugement soit le plus documenté possible. Nous avons prévu 4 questions, et donc il s'agira que vous répondiez sur votre sentiment, votre conviction concernant la culpabilité de l'IA au regard des interrogations qui vous sont faites. Alors, si vous êtes par hasard doté d'un téléphone portable, pour les quelques-uns qui en ont un parmi vous, et qui est allumé, si ces conditions sont réunies, nous vous remercions de saisir ce QR code. Non, vous n'avez pas le droit de voter, bah non. Madame découvre le droit et la démocratie, alors évidemment, on tâtonne. Alors, est-ce que des questions vont apparaître à l'écran ? Ça charge.
Ça, c'est super comme explication. On nous a parlé de vitesse de la lumière, tout ça et tout, et maintenant vous me dites ça charge. Eh bien. Alors, le code de procédure prévoit, en cas de défaillance, le vote à main levée, ce qui permettrait de résoudre cette question de l'IA assez vite, au fait. Mais c'est une option que nous nous réservons. Bah oui. Ah bah nous, on sait comment elle fonctionne, la technologie, donc... Ça vote, ça vote, ça vote. Alors, l'IA est-elle coupable d'avoir sapé l'autorité du professeur et rendu obsolète la relation entre enseignant et étudiant? Ah oui, on est dans l'isoloir, là, on voit en temps réel les votes. Il y a du bourrage. Ah oui, c'est du bourrage d'urne, ça. Il y a plusieurs options pour la réponse, vous avez vu quand même. Hein. « 8 secondes avant la clôture des votes. 5. Ça. Le scrutin est clos. Nous passons à la deuxième question. L'IA est-elle coupable d'avoir capturé le pouvoir de définir les compétences au détriment des établissements d'enseignement supérieur, des entreprises et des organisations du monde socio-économique? Après, on pourrait juger ceux qui ont écrit les questions, mais c'est une autre... 10 secondes. Troisième question désormais, savoir si l'IA est coupable d'avoir organisé la dépréciation du diplôme comme preuve de valeur. Je répète, vous avez plusieurs touches sur votre téléphone. Ah, on dirait un scrutin municipal. Dernière seconde, et donc quatrième et ultime question. Votre verdict sur l'intelligence artificielle. Bon, il y a une réponse normande, il y a une option normande à la fin qui est un truc un peu... Je ne sais pas comment on s'en sort une fois qu'on est... Les scrutins sont clos. Ah, c'est ce que je craignais. C'est vrai que les trucs à 3 réponses aussi, bon vieux référendum oui, non, ça a ses qualités. Alors, nous avons. En tout cas, on n'a pas perdu notre temps parce qu'on a une réponse claire. Nous avons un verdict partagé et en fait qui est à l'image de ce qui a été présenté à votre sagacité, à votre expertise. C'est précisément le fait que la technologie que représente l'IA n'est pas structurellement bonne ou fondamentalement mauvaise. Et effectivement, elle ne vous exonère pas de la responsabilité de l'usage. Et c'est peut-être ce qu'il va falloir retenir de cette discussion, de cette confrontation, c'est précisément qu'elle est agnostique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bonne ou mauvaise par nature, mais que vous avez une éminente responsabilité déjà dans le choix de l'IA,
dans le modèle que vous allez sélectionner pour conduire vos travaux, vos interrogations, le fait de comprendre qu'il faut comparer les résultats, ensuite qu'il va falloir prendre le temps de l'analyse et de manière à bâtir, établir votre propre schéma intellectuel, votre propre raisonnement. Et c'est pour cela que la conclusion à laquelle vous êtes arrivé majoritairement est au final encourageante, parce que nous avons dit cette IA, elle est présente manifestement, alors modulo 2-3 sujets environnemental, écologique et énergétique, qu'il vous faudra quand même régler pour utiliser à aussi bonne intensité l'outil à grande échelle, mais ça c'est un sujet qu'on ne pourra pas ignorer, que vous ne pourrez pas ignorer. Cette condition qui est effectivement l'exploitation non subie de cette technologie, mais le plus maîtrisé possible, afin de faire de vous des femmes, des hommes libres, c'est-à-dire capables de discernement et d'autonomie de la pensée. Je remercie en tout cas nos différents contributeurs dans leur rôle respectif. Vous avez bien compris qu'ils n'étaient pas forcément ce qu'ils ont représenté aujourd'hui, que leur pensée est encore plus fine, nuancée et complexe que ce qui vous a été présenté, mais c'est le jeu de cet exercice. Merci à vous d'avoir accepté les contraintes. Merci à vous de votre assiduité et surtout de votre participation active, et très bonne continuation pour ce printemps de l'économie. Merci à vous.